article additionnel après l'article 3. Madame Bechtel, vous avez la parole sur votre amendement 394. Oui, Madame la Présidente, rapidement, compte tenu de la taille nouvelle des régions telle que prévue par le présent projet de loi, de l'hétérogénéité des territoires les composants, de l'attribution des compétences respectives pour chaque collectivité, il semble utile que le représentant de l'État dans la région soit à même de réunir l'instance chargée des projets économiques majeurs. Une cohérence avec l'aménagement du territoire tel qu'il résulte notamment des SCOT doit être garantie aux départements, intercommunalités et même métropoles, dès lors que l'abolition de la clause de compétence générale risque de conduire à une situation dans laquelle la course aux financements régionaux ou à la sélection des projets pourrait s'intensifier. Ce rôle du représentant de l'État dans la région, de pure information et coordination, est dans la logique même de ce qui a été entrepris dans le cadre de la loi du 27 juillet 2014, avec la réunion de la conférence territoriale. Dès lors que les régions seront dotées de pouvoirs nouveaux, et notamment de compétences exclusives, il appartient à l'État, me semble-t-il, de s'assurer qu'un équilibre est respecté entre les territoires. C'est là un objectif d'intérêt général qui sera très utile pour faire comprendre aux Français l'esprit de la réforme par la garantie qu'elle apportera d'un maintien du principe d'égalité auquel ils sont particulièrement attachés. En outre, la modernisation que vise la réforme territoriale et tout particulièrement le redressement économique de notre pays, ainsi que le besoin d'éviter les doublons, gaspillages ou projets mal concertés, conduisent à ce que le pilotage régional ne soit pas sans contrepartie. Rendre compte des grands choix qui sont faits, des options de financement et des arbitrages mettant en jeu l'avenir des populations est un impératif aujourd'hui reconnu dans tous les pays développés, comme le montrent les études internationales consacrées à l'évaluation des dispositifs de décentralisation. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 394, s'il vous plaît. Mon avis, pour aller vite, c'est qu'un amendement qui a déjà été discuté en commission est rejeté. Je pense que cet amendement aurait davantage sa place dans la discussion sur le second projet de loi, celui porté par Madame Lebranchu. Et c'est donc un avis défavorable. Merci Monsieur le ministre. L'avis du gouvernement, s'il vous plaît, sur le 394. Oui, Madame la députée, en obligeant le préfet de région à réunir une fois par an le bureau du conseil régional pour examiner le bilan des actions menées par la région, votre amendement peut être considéré comme restaurant une forme de tutelle de l'État sur la région et peut apparaître comme contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le gouvernement, par prudence, est donc plutôt défavorable à cet amendement. Merci Monsieur le ministre. Madame Bechtel, vous avez la parole. Monsieur le ministre, je suis embarrassée car sur la foi de la presque promesse qu'avait faite le rapporteur que nous pourrions examiner un texte de ce type dans le deuxième projet de loi, j'étais prête à le retirer. Mais je peux difficilement accepter votre argumentation selon laquelle on restaurerait une tutelle. On ne va pas plus loin que dans la loi du 27 janvier 2014 et la conférence territoriale. Il s'agit simplement de faire une réunion pour garantir la transparence des projets et le bilan de ceux-ci. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je retire mon argumentation. En contrepartie de quoi, peut-être, vous reprendrez l'idée de retirer votre amendement. Il est retiré le 394. Amendement 383, Monsieur Guémard, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cet amendement a été co-signé par 8 des 10 députés des départements de Savoie et de Haute-Savoie et fait suite à l'initiative que nous avons prise avec mon collègue président du Conseil général de Haute-Savoie, Christian Monteil, de vous proposer la création d'une collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc dans le cadre de l'article 72 de la Constitution. La Savoie, comme aurait pu l'écrire l'Auvergnat Alexandre Vialat, remonte à la plus haute antiquité. Dans sa période contemporaine, elle a été française à 2 reprises, entre 1792 et 1815, et définitivement depuis 1860. Entre 1792 et 1815, la province de Savoie était administrée dans le cadre, la plupart du temps, d'un département qui s'appelait le département du Mont-Blanc. Et quand la Savoie est redevenue française en 1860, 2 départements ont été créés, la Savoie et la Haute-Savoie. Depuis cette époque, et surtout après la décentralisation de 1982,
les deux départements ont de plus en plus travaillé ensemble et la proposition qui vous est faite est née en quelque sorte de l'annonce qui a été faite d'une réforme territoriale profonde. Les deux départements savoyards appartiennent à la région Rhône-Alpes et je voudrais dire immédiatement que cette proposition ne tente pas à les en faire sortir. Mais il nous semble que, compte tenu désormais de la très probable, très grande région Rhône-Alpes-Auvergne, dans un secteur géographique où nous avons des villes d'une certaine importance, mais en tout cas pas de métropole, il nous faut un échelon de proximité. Et nous avons pensé qu'une collectivité territoriale à statut particulier, telle qu'elle est prévue dans la Constitution à l'article 72, c'est cet article qui a été utilisé par exemple pour créer la nouvelle collectivité qui réunit le Grand Lyon et le département du Rhône, pouvait être utilisé pour créer cette collectivité de statut particulier. Monsieur le ministre, nous avons au cours de ces débats fait un peu le tour de toutes les provinces de France. On cite souvent Fernand Braudel, à tort ou à travers. La France se nomme diversité et les pays de Savoie font partie de cette diversité. Si la réforme telle que vous nous la proposez est adoptée dans sa pureté ou dans son épure initiale, les pays de Savoie disparaissent puisqu'il n'y aura plus de centre de décision autonome, ni à Chambéry, ni à Annecy, ce qui est d'ailleurs contraire à l'esprit des lois de décentralisation de 1982. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition. Nous sommes aujourd'hui en première lecture. J'ai bien conscience, évidemment, que cette proposition doit être affinée d'ici là, dans la concertation. D'abord, du point de vue du régime électoral que nous pourrions mettre en place. L'amendement vous propose de garder le régime électoral de droit commun tel qu'il est issu de la dernière loi réformant le scrutin pour les élections départementales. Et s'agissant des compétences, autant il nous paraît évident qu'un certain nombre de compétences doivent être exercées à l'échelon régional. Je pense notamment à la question des transports, tous les transports, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, parce qu'il nous semble bien que dans la future loi sur la répartition des compétences, la région devienne l'autorité organisatrice de droit commun aux côtés de l'État des transports. De même, en matière d'éducation, emploi, formation, le fait que les collèges et les lycées soient gérés au niveau régional ainsi que la formation professionnelle nous semble une très bonne chose. Nous voulons néanmoins garder dans l'enceinte territoriale des Pays de Savoie la maîtrise d'un certain nombre de politiques. Je pense notamment à la politique de développement économique sous tous ses aspects, qu'il s'agisse des soutiens aux entreprises, qu'il s'agisse de l'agriculture de montagne ou qu'il s'agisse du tourisme. C'est d'ailleurs des compétences que nous exerçons déjà en très bonne harmonie avec la région Rhône-Alpes et de ce point de vue-là, l'adoption et la mise en place d'une telle collectivité territoriale ne changerait pas grand-chose à la situation actuelle. Je voudrais terminer par une dernière remarque. Les femmes et les hommes de ces départements, depuis des décennies et notamment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont construit patiemment un modèle de développement économique, social et culturel original. Nous avons la conviction qu'un certain nombre de réalisations, un certain nombre de caractéristiques de nos pays de Savoie aujourd'hui n'existeraient pas aujourd'hui si des initiatives n'avaient pas été prises localement depuis Chambéry et Annecy. D'ailleurs, la philosophie de la décentralisation de François Mitterrand, c'était de faire confiance à l'inventivité territoriale. Et donc, nous voulons garder cette capacité de création, d'inventivité, d'initiative, parce que nous savons que si demain
des structures délibératives disparaissaient dans nos pays de Savoie-Mont-Blanc pour être transférées dans une grande assemblée qui réunirait Rhône-Alpes et l'Auvergne, avec beaucoup moins de décideurs, il n'en serait pas de même. Donc pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, nous vous faisons cette proposition. Nous avons bien conscience que nous devons travailler ensemble et que nous allons, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui nous séparent de la deuxième lecture de ce projet de loi, d'abord au Sénat et à l'Assemblée nationale, affiner ces propositions. Nous vous avons entendu au Sénat. Nous vous avons entendu en commission des lois, ici même, nous vous avons entendu dans cet hémicycle. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que le gouvernement mettait sur la table un projet de réforme territoriale globale, la première phase étant ce redécoupage territorial, la deuxième phase étant la disparition programmée des départements tels qu'ils existent. Vous avez entendu la position d'un certain nombre d'élus en France, et beaucoup d'ailleurs appartiennent à votre majorité, qui sont élus de secteurs ruraux, montagnards, dans lesquels il n'y a pas de fait métropolitain. C'est un peu dans le cadre de l'état d'esprit qu'il nous semble vous animer que nous vous faisons cette proposition et que mes chers collègues, nous vous remercions par avance de la soutenir. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 383, s'il vous plaît. Oui, pour répondre au ministre Guémard, une proposition intelligente, il faut le dire, exposée avec calme et sérénité, mais où il reconnaît lui-même qu'elle n'est pas tout à fait aboutie, que c'est aussi, au fond, il veut prendre date et dire le travail qui a déjà été fait et le travail qui resterait à faire. Moi, je ne peux que dire que la commission des lois a émis un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. L'avis du gouvernement, s'il vous plaît, sur le 383. Le souhait du gouvernement en engageant cette réforme des collectivités territoriales est de procéder à une œuvre de clarification, de rationalisation. Vous proposez de fusionner 2 départements, ce qui pourrait à la limite se concevoir puisque nous aurions une collectivité locale de moins. Ce qui est plus gênant dans l'amendement que vous présentez, c'est de conférer à ces 2 collectivités locales fusionnées un statut particulier, comparable à celui qui a pu être conféré au terme de procédures législatives longues, qui ne se sont pas réduites à un amendement. Et cette collectivité locale à statut particulier se trouverait, précisément en raison de ce statut particulier, investie d'un certain nombre de compétences qui peuvent être celles des grandes régions que nous nous proposons de constituer. Donc vous feriez œuvre de simplification du nombre de collectivités locales en Savoie et Haute-Savoie, mais en complexifiant considérablement la lisibilité de l'ensemble dans la région fusionnée. Et vous présentez cela par le biais d'un amendement, là où d'autres opérations à statut particulier ont fait l'objet quasiment de textes de loi compte tenu de la complexité du sujet. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, monsieur le député, c'est que cet amendement soit retiré, que nous puissions éventuellement nous rencontrer de manière à ce qu'on puisse évoquer la nature du projet. Et à défaut de retrait, je suis défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que le rapporteur. Monsieur Guémard, retirez-vous l'amendement 383 à l'invitation du ministre, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je vais maintenir cet amendement, mais je note bien l'invitation du ministre à poursuivre ce travail. Merci. Madame Laclais, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je reconnais la démarche innovante que les Savoyards savent avoir, notamment lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire. Et vous le savez, je me suis toujours associée à ce qui renforce la mutualisation, la rationalisation, mais également à tout ce qui donne plus de force à nos départements de Savoie, notamment au sein de la région Rhône-Alpes, où j'ai siégé de nombreuses années et où j'ai pu constater combien, en tant que département de poids démographique peu élevé, il était parfois assez difficile de faire reconnaître sa spécificité. Vous avez parlé de sa spécificité historique. On peut parler aussi de sa spécificité géographique, puisque l'ensemble pays de Savoie a la particularité d'avoir 2 frontières,
ce qui est assez rare pour une région, une avec l'Italie, une avec la Suisse, une spécificité économique avec 50% de son produit intérieur brut issu des aménagements touristiques qui ont pu être faits à l'initiative des collectivités, dont une que vous connaissez bien. Et évidemment, vous avez rappelé les politiques qui ont pu être développées en matière d'agriculture, on pourrait dire aussi en matière universitaire, et qui font la spécificité, là aussi, de ce territoire. Vous avez reconnu vous-même les limites de l'exercice auquel nous sommes soumis, puisque nous sommes amenés à débattre de ce sujet dans une dernière ligne droite pour la première lecture, avec un débat qui ne s'est pas ouvert en amont, il aurait pu l'être depuis l'annonce par le gouvernement et par les débats qui se sont ouverts ici même qui ont été ouverts ici même par le Premier ministre. Et donc la difficulté de se positionner aujourd'hui au regard de ce choix sur la forme. Sur le fond, je voudrais souligner l'ambiguïté, mais que vous avez dans votre propos à l'instant, monsieur le député Guémard, quelque peu levé. Est-ce qu'il s'agit d'être dans une démarche au sein de la région Rhône-Alpes? Et vous me répondez par l'affirmative, mais en même temps avec le souhait d'avoir des compétences qui sont des compétences clairement dévolues à la région que cette entité pourrait reprendre. Et là, il y a quelque peu, me semble-t-il, d'ambiguïté à lever sur ce point. Autant il y en a pour lesquels on voit bien que la proximité pourrait être une démarche extrêmement intéressante. Sur la dimension économique, même s'il y a une spécificité des territoires de Savoie, il y a aussi des filières qui font partie aujourd'hui pleinement de filières qui sont portées par la région et pour lesquelles j'ai quelques difficultés néanmoins à voir comment les choses pourraient s'articuler sans être dans une cohérence. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je ne souhaiterais pas, si l'amendement est retiré, voter contre cette proposition. N'est pas retiré, voter contre cette proposition. Je ne peux pas non plus y souscrire aujourd'hui, pour les raisons que je viens d'évoquer, et aussi parce que je crois que le débat doit être porté non seulement ici, et qu'un amendement n'est peut-être pas la meilleure manière, mais aussi dans nos territoires, pour bien faire comprendre les choses. Car même si les départements se sont exprimés, les conseillers départementaux, les conseillers généraux se sont exprimés, il n'en demeure pas moins que beaucoup de nos concitoyens restent parfois sur des impressions où les deux départements n'ont pas forcément été en capacité d'avoir des positions communes. Je pense, lorsqu'il s'est agi de débattre de la réouverture des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, je pense notamment au Lyon-Turin, je pense y compris il y a quelques années le développement de notre université. Alors les choses se sont très nettement apaisées sous la présidence successive de M. Monteil et la vôtre au sein de l'Assemblée des Pays de Savoie. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses, je crois, à expliquer sur le sens aussi de cette démarche et sur les politiques qui pourraient être menées et qui pourraient être bien comprises entre les deux départements dans la défense d'un département qui reste quand même souvent perçu de la part de nos voisins comme un département peut-être un petit peu moins gâté et donc avec le sentiment, comme on l'a entendu ici, qu'il pourrait être peut-être un petit peu relégué dans la discussion à deux. Voilà, donc il me semble que les choses ont besoin d'avancer, ont besoin de mûrir, d'être éclaircies pour ce qui me concerne, notamment sur les intentions et aussi sur la possibilité, dans le cadre de ce texte, de véritablement aboutir, puisque effectivement, on est dans un texte qui vise à éviter qu'il y ait des collectivités qui puissent se trouver en concurrence avec la région pour clarifier les compétences. Et sur ce point, je crois qu'il y a vraiment besoin d'avoir une explication qui soit claire aussi, d'ailleurs, pour nos concitoyens et pour que les messages puissent être clairement établis et clairement compris. Merci Madame la députée. Monsieur De Rugy, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je trouve ce débat très intéressant.
Et d'ailleurs, je l'avais dit à M. Guémard, qui avait défendu une motion de procédure au tout début de notre débat au nom du groupe UMP, que je pensais qu'il défendrait dans son propos l'idée même éventuellement d'une collectivité particulière, d'une région, je ne sais pas comment il faut l'appeler, pour la Savoie. Et nous avons, par le biais de son amendement, le débat sur le sujet. Et je le trouve très intéressant, ce débat, pour plusieurs raisons. D'abord, sur la forme, je l'ai dit lorsque je suis intervenu en discussion générale, pour nous, les écologistes, nous devrions adopter en France l'idée, enfin pousser plus loin une idée qui existe déjà d'ailleurs, de statut différencié. Je crois que nous avons tort de vouloir organiser la France, les différents échelons politico-administratifs de la même façon, alors que notre territoire est extrêmement diversifié, tant par l'histoire que par la géographie. Et là, nous avons un exemple, évidemment, comme l'a dit aussi Madame Laclais, très bien, qui est extrêmement parlant, puisque c'est une zone de montagne. Et que, évidemment, je pense qu'on n'a pas à vouloir organiser les choses de la même façon dans une zone de montagne ou dans un département comme le mien, qui est totalement plat. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant que nous ayons ce débat. Je dis que nous devrions pousser cette logique qui existe déjà en France, parce qu'on fait toujours, tout le monde finalement se rallie à cette idée reçue selon laquelle la France serait uniformisée et que tout le monde, c'est la tradition française, que tout le monde ait le même statut. C'est vrai que c'est une pensée dominante, pour pas dire un peu une pensée unique, parmi sans doute les élites politico-administratives de notre pays. Mais il y a déjà beaucoup de statuts différenciés qui ont été construits au fil du temps et par notre Parlement d'ailleurs. C'est le cas bien sûr, et on en a peu parlé, vous avez remarqué dans ce débat, pour les Outre-mer. Et pourtant, je pense que personne ne conteste aux Outre-mer leur appartenance pleine et entière à la France. Et puis, c'est le cas avec la Corse, qui a un statut particulier maintenant depuis de nombreuses années. Et on a vu qu'il y avait eu des tentatives en Alsace. Là, maintenant, on nous parle de la Savoie. Le président de la commission n'est plus avec nous momentanément, Jean-Jacques Urvoas, plaide, lui, pour une assemblée de Bretagne. Et il a même écrit un livre sur le sujet. Et l'Assemblée de Bretagne, c'est la même démarche à bien des égards que ce que vous proposez, Monsieur Guémard. Donc moi, je soutiens totalement cette idée parce que sur le fond, cela rejoint notre préoccupation d'avoir des territoires, des organisations institutionnelles qui correspondent, qui collent, j'ai envie de dire, aux spécificités territoriales. Et j'ai écouté, et c'était vraiment intéressant de voir deux parlementaires de la même région, même territoire, qui sont de deux bords différents, du PS, de l'UMP, M. Guémard, Mme Laclais, qui ont dit des choses convergentes. Et moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit. Mme Laclais, par exemple, vous avez dit « J'ai été élu régional pendant longtemps, j'ai siégé au Conseil régional de Rhône-Alpes, et j'ai souvent remarqué qu'il était difficile de faire entendre la voix de la Savoie au sein de ce conseil régional. » Et là, je reviens sur le terrain de notre texte de loi qui va, de fait, engendrer des régions plus grandes et des régions dans lesquelles il sera peut-être encore plus difficile, Madame Laclais, de faire entendre la voix de certains territoires. Nous aurions été favorables sur le fond à la fusion des régions et des départements. Mais ça ne peut pas se faire avec des très grandes régions. Ça, je le crains. Ça pourra peut-être se faire un jour en Normandie, ça pourrait peut-être se faire un jour en Bretagne, mais ça ne se fera pas, je pense, dans une région Rhône-Alpes-Auvergne. Et d'ailleurs, je pense que personne ne va finalement plaider la disparition des conseils généraux dans une grande région comme Rhône-Alpes-Auvergne, ou comme si elle survit aux différentes lectures, une grande région Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace. Et donc, dans ces cas-là, je trouve que des propositions comme celle de M. Guémard sont intéressantes, d'avoir malgré tout une simplification, un regroupement
et sur des bases en plus solides voulues par les populations, la fusion des 2 conseils généraux dans une entité unique. Alors c'est vrai, j'entends ce que dit Madame Laclais sur le fait que ce ne soit pas une région dans la région, peut-être, mais on peut peut-être imaginer que par convention, parce que le 2e texte de loi le prévoit d'ailleurs, que par convention, la région délègue certaines de ses compétences à une... Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et pour autant, je finirai là-dessus, je comprends la réponse du ministre qui essayait de renvoyer à plus tard tout en montrant son intérêt, parce qu'on pointe aussi une des ambiguïtés de la démarche actuelle, qui est d'un côté d'annoncer la suppression des conseils généraux et de l'autre côté de faire émerger des grandes régions dont on sait qu'elles conduiront sans aucun doute à faire survivre les conseils généraux. Merci Monsieur le Président. Monsieur Reiss, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, je voudrais soutenir cette démarche originale qui est proposée par Monsieur Guémard et ses collègues pour cette collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc. Monsieur le ministre, vous vous souvenez sans doute que cette nuit, lors de nos débats et en réponse à la proposition des Alsaciens sur la collectivité unique pour fusionner la région avec les 2 départements, nous savons le sort qui nous a été réservé, mais au cours des débats, vous nous avez dit que rien n'empêche les 13 députés alsaciens de proposer une collectivité au sein de la nouvelle région Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, en fusionnant les 2 départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Alors je crois qu'ici on a une démarche qui est tout à fait dans ce sens-là, avec évidemment une question, et ça a été soulevé, que se passera-t-il après 2020, puisqu'il y a une suppression annoncée des départements, mais je crois que ce que propose M. Guémard s'inscrit dans le droit fil de la réponse que vous nous aviez faite. Alors on a évidemment une histoire un petit peu différente en Savoie et en Alsace, mais ici on a un territoire de montagne, l'Alsace c'est plaine et montagne, des montagnes un peu moins hautes, mais en tout cas on a des régions avec des identités fortes et des spécificités marquées. Alors moi je voudrais vraiment dire que je soutiens cette démarche et d'après ce que j'ai compris vous ne fermez pas tout à fait la porte et nous sommes évidemment prêts également à travailler dans ce sens puisque là on a une proposition constructive qui nous intéresse. Merci Monsieur le député. Monsieur Fromentin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Juste en 2 mots, je crois que cet amendement, cette initiative est intéressante parce qu'elle nous amène dans un mode qui n'est pas un mode statutaire, réglementaire ou d'imagination d'une collectivité particulière. Elle nous amène à réfléchir dans un projet et elle met le mode projet au cœur finalement de notre débat. Donc moi, je trouve que le projet a de la cohérence. Pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons territoriales. Il y a un territoire de projet extrêmement intéressant, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi une occasion de réfléchir sur la contractualisation. Moi, je pense que ce n'est pas incompatible avec notre texte et notre actualité sur les grandes régions, mais qu'on aurait tout avantage à imaginer des formes contractuelles pour autant qu'un territoire comme celui qui nous est présenté ait justement cette particularité de pouvoir faire l'objet d'un projet de territoire durable et pertinent. Merci Monsieur le député. Monsieur Piron, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je trouve cet amendement effectivement intéressant pour des raisons tout à fait différentes de celles de Monsieur de Rugis, vous le comprendrez, mais plus proche de celles que vient d'exprimer mon collègue Monsieur Fromentin. Le premier point, c'est qu'on est devant, en effet, 2 départements ayant une forte spécificité, mais qui proposent quoi? Ils ne proposent pas de remettre en cause le périmètre régional à l'intérieur duquel ils sont. Ils ne proposent pas de remettre en question la région dans laquelle ils sont. Ils proposent effectivement une formule originale de collectivité fusionnant 2 autres collectivités et, en effet, pouvant contractualiser par subsidiarité avec la région. Je lis même dans compte tenu de la réponse, Monsieur le ministre, que vous avez faite, je lis même dans le texte, alors qui est peut-être un texte d'appel, que les amendements sont précisés par la loi pour ce qui concerne les routes, le développement économique, le patrimoine et l'éducation. On est ici un peu dans l'anticipation peut-être de ce que sera la loi, si vous voulez, sur les compétences à l'automne.
ça n'est pas contradictoire, éventuellement, avec ce qui peut venir. Donc je trouve que ce texte, qui peut être encore une fois un texte d'appel, est quand même assez ouvert, tout en étant extrêmement respectueux, je répète, extrêmement respectueux de l'architecture qui est proposée aujourd'hui. Il me semble qu'il mérite quand même pour le moins un grand intérêt. Merci Monsieur Piron. Monsieur Le Fur, vous avez la parole. Merci. Très brièvement, Madame la Présidente. Qu'est-ce que le génie français? Le génie français, c'est un petit peu la grammaire française. Il y a la règle et puis il y a l'exception. La règle, elle est d'autant plus admise qu'il y a des exceptions. Et l'exception, en l'espèce, elle s'appelle ici expérimentation. Et comme le disait très justement notre collègue de Rugy, des exceptions, elles existent. Elles existent outre-mer, elles existent en Corse, elles existent aussi sur le territoire continental. La conjonction à Paris d'une commune et d'un département, c'est une exception. Et nous avons vu apparaître une exception que, pour ma part, je juge intelligente, à la suite d'un accord intervenu entre M. Collomb et M. Mercier, à une métropole qui est devenue département. Donc voilà des sujets, voilà des choses qui se font sereinement, discrètement, de manière positive, qui n'ont pas vocation à être dupliquées parce que chacun a sa solution. Mais il y avait une grande voix dans cette assemblée qui parlait souvent d'expérimentation, c'était Pierre Megnery. Je crois qu'on peut là pour le coup s'inspirer de cela et la manière dont Hervé Guémard présente les choses me semble tout à fait positive. Il convient à l'évidence que nous nous donnions les voies et moyens pour permettre cette évolution. Merci Monsieur le député. Monsieur Guémard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je ne voudrais pas que la Savoie prenne plus de place que la Bretagne et l'Alsace dans cet hémicycle. Donc je voudrais brièvement faire quelques remarques complémentaires en remerciant Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur et mes collègues qui se sont exprimés sur ce sujet. Je voudrais faire quelques remarques complémentaires. La première pour dire que depuis 2001, les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie ont entamé une expérimentation en créant l'Assemblée des Pays de Savoie qui les surplombe et à qui les deux conseils généraux ont confié toutes les compétences non obligatoires, c'est-à-dire le développement économique, le tourisme, la culture, les événements sportifs, l'université dont parlait Bernadette Laclais tout à l'heure en me rappelant l'ordre parce que je l'avais oublié, et beaucoup d'autres compétences sont maintenant exercées par l'Assemblée des Pays de Savoie et ne sont plus inscrites au budget de chacun des deux conseils généraux. Donc nous avons fait une véritable politique stratégique sur les compétences de développement en réalité et d'animation culturelle, touristique et patrimoniale. Et donc il nous paraît aujourd'hui que la démarche naturelle, c'est de fusionner cette Assemblée des Pays de Savoie avec les deux conseils généraux pour faire cette collectivité territoriale Savoie-Mont-Blanc. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est la suivante. Dans les deux départements, nous avons, quand je dis nous, c'est nos prédécesseurs, à qui il faut rendre hommage, depuis la Deuxième Guerre mondiale, développé des initiatives assez intéressantes. Alors, je ne prétends pas qu'elles soient originales, parce que partout en France, la créativité et l'innovation s'est manifestée, mais par exemple, ce sont des collègues, au sortir de la guerre, quand il y avait encore des tickets de rationnement, qui ont décidé de créer la station de Courchevel. Bon. Cette station a été très longtemps une régie départementale. Je l'ai transformée en société d'économie mixte, donc où le département est majoritaire, et grâce au profit de cette station, nous avons créé notre FSI local, puisque nous avons une holding qui s'appelle Savoie Station Participation, qui investit dans des entreprises, qui investit dans des stations de ski de moyenne montagne, dans un cadre d'aménagement du territoire pour qu'il n'y ait pas que les grandes stations d'altitude qui soient favorisées. Tout ceci avec les banquiers locaux, avec des investisseurs locaux. Donc nous avons essayé de créer un écosystème de développement. On pourrait dire la même chose de l'Institut national d'énergie solaire, développé en partenariat avec le CEA, où d'ailleurs la région Rhône-Alpes nous a également aidés, et nos collègues au Savoyard sur les questions de développement économique ont fait un peu la même chose, sans parler de la filière bois, sur lequel nous avons pris des initiatives conjointes extrêmement intéressantes. Donc, et ça ce sera ma troisième remarque, en faisant cette proposition, nous ne voulons pas retirer
Alors je sais qu'on n'est pas dans la loi sur les compétences. Nous ne voulons pas retirer des compétences à la région, puisque c'est des choses qu'on fait depuis 50 ans. Et ça se passe pas trop mal. C'est pas parfait, il n'y a rien de parfait dans ce bas monde. Mais ça se passe pas trop mal, donc on se dit, pourquoi changer quelque chose qui marche? Voilà, c'est un peu ça aussi notre démarche. Et comme nous sommes également adeptes du principe de subsidiarité, il nous semble qu'à l'échelon d'une très grande région que sera Rhône-Alpes-Auvergne, ce pôle de développement et d'innovation territoriale doit absolument être maintenu. Enfin, dernière remarque sur la question des élus. Bon. Aujourd'hui, il y a en Savoie 38, il va y avoir avec les prochaines élections départementales 38 élus départementaux, 12 élus régionaux. Ça fait 50. Bon. Si le conseiller territorial avait été mis en place, il y aurait eu 24 conseillers territoriaux. Avec l'application de la loi telle que vous la proposez, et en imaginant que les départements sont supprimés, nous n'aurons plus que 7 ou 8 élus départementaux qui siégeront à Lyon sur 150. Bon. Ce qui veut dire qu'au sein du futur grand conseil régional, ça ne pèse pas grand-chose. Ça, c'est un point. Et la deuxième chose, c'est que vous n'avez plus la capacité de l'animation économique sur le terrain, qu'il n'y a plus la proximité avec les citoyens. Et je pense que ce que veulent nos citoyens, c'est de la réactivité, de la proximité et de l'humanité. Et donc, je suis très sensible à ce qu'a dit M. de Rugy, que je partage, c'est qu'il faut regarder la France telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, avec une organisation homothétique qui serait sur tous les territoires identiques et où la courbe d'expérience, d'une part, et où les caractéristiques intrinsèques, d'autre part, ne seraient pas prises en compte. Alors j'ai bien conscience, et je l'ai dit d'ailleurs, que cet amendement est là pour ouvrir le débat en réalité. Alors ce débat dans les pays de Savoie, on l'a depuis un certain nombre d'années, mais il faut dire les choses, c'est évidemment les propositions de réforme territoriale qui accélèrent ce débat et qui l'amplifient. Donc notre intention dans les semaines et les mois qui viennent, donc d'ici la deuxième lecture, c'est évidemment avec tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les élus des deux départements, de nourrir ce débat, de faire des propositions. Et je ne vous dis pas, Monsieur le Ministre, que la proposition finale que nous ferons sera exactement celle que j'ai mise dans l'amendement. Parce qu'il fallait bien mettre quelque chose, il fallait bien mettre une base. Mais en tout cas, nous voulons vraiment travailler dans cet état d'esprit. Et je voudrais saluer aussi l'esprit de constructif de Bernadette Laclais sur ce dossier très important. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 383 qui a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 323, monsieur Benoît. Oui, Madame la Présidente, toujours dans le même esprit, celui de l'expérimentation, puisque c'est ce que veut ces articles additionnels. Il n'y a en effet pas de modèle unique. Et ce que propose l'article 323, pas de modèle unique d'institution territoriale en France, c'est d'ouvrir la voie, Monsieur le Ministre, à la simplification, à l'innovation, à l'expérimentation, en créant, avec les conseils généraux d'une région et le conseil régional d'une même région, de créer une collectivité territoriale unique. On ferait œuvre de création et surtout, on ferait œuvre de simplification. Voilà, Monsieur le Ministre, le sens de cet amendement 323 tourné vers l'expérimentation. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, l'avis du rapporteur sur le 300. La commission a émis un avis défavorable. Un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Même avis défavorable. Je mets aux voix le 300. Pardon, monsieur Benoît. J'ai entendu une remarque, on supprimerait les départements. C'est le Premier ministre lui-même qui a annoncé la mise en extinction des conseils généraux. Je voulais simplement, parce que j'ai quelques amendements qui sont dans le même esprit, l'esprit de l'expérimentation, tout d'abord dire que Monsieur le ministre Jean-Christophe Fromentin vous a posé hier soir une question et il vous avait demandé, au démarrage de nos travaux, si vous étiez ouvert à des adaptations, à des perspectives d'évolution qui concernaient votre texte.
Nous débattons depuis un certain nombre d'heures et pour ce qui concerne notre groupe, celui de l'UDI, j'observe qu'il n'y a eu aucune avancée. Aucun amendement n'a trouvé grâce à vos yeux. Je pensais que ces types d'amendements qui sont tournés vers l'expérimentation, qui montrent la volonté, ou tout au moins la possibilité à certains élus de faire des propositions qui émaneraient des territoires. Je trouve que ce texte est l'occasion de faire ces propositions. C'était le sens de l'argumentation de Hervé Guémard à l'instant. Donc j'ai pris acte, Monsieur le Ministre, de votre avis défavorable, de l'avis défavorable du gouvernement. Mais je serai, alors je ne veux pas vous mettre la pression, c'est surtout pas là mon objectif, mais je serai quand même très attentif au déroulé de nos travaux jusqu'à la fin de l'examen du texte. Il nous reste 24 amendements pour le groupe UDI d'ici la fin du texte. Et donc je serai attentif au sort réservé aux 24 amendements qui suivent. Merci Benoît. Madame Laclais. Merci Monsieur Benoît, pardon. Madame Madame la Présidente, excusez-moi, mais vous ne m'avez pas vu. Je voulais donner une explication de vote pour le 383 et je souhaiterais qu'il soit mis au PV, puisque nous sommes dans un vote qui est à main levée, qui n'est pas un vote public. Donc mon abstention sur le 383, pour les raisons de fond et de forme que j'ai explicitées, mais qui ne sont pas du tout une opposition à la démarche qui est engagée, mais un souhait d'approfondissement et de dialogue, parce que je le dis, Monsieur Guémard, vous le savez, mais si les choses avaient été aussi simples, elles auraient été engagées dès 2010. Et c'est bien parce qu'elles sont compliquées qu'il faut que le dialogue s'ouvre aussi, y compris d'ailleurs avec les deux villes chefs-lieux, car il y a souvent un débat pour savoir si c'est la capitale historique ou la capitale, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais qui pourrait devenir le futur chef-lieu. Vous en avez parlé longuement pour un autre amendement et un autre article. Je crois que vous comprenez bien ce à quoi je veux faire allusion. Merci Madame la députée. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 323, avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.